Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont décidé de construire 5 bases sous-marines opérationnelles sur le littoral atlantique, notamment celle de Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Bordeaux et également celle de La Rochelle, derrière moi située dans le quartier de la Palisse, pouvant accueillir à elle seule l'équivalent de 14 sous-marins allemands, les fameux U-boats. On est donc dans un endroit très symbolique, la base sous-marine de la Palisse, box numéro 1, numéro 2, les fameux box où a été tourné le film Last Boat. Légendaire. Mais pas seulement, c'est là aussi où tous les sous-mariniers arrivaient quand ils étaient en mission. Ils accostaient les sous-marins sur l'endroit où on se trouve, juste ici, ils pouvaient les amarrer. Et à ma droite se trouvent justement tous les ateliers qui servaient justement à la réparation de ces sous-marins. Il faut savoir aussi que de nombreux ouvriers travaillaient dans ces ateliers, ces bureaux, des Français, des Allemands, ensemble, sous les ordres des différents contremaîtres qui se trouvaient dans leur bureau en tant que chef de chantier. Pour tout ce qui était maintenance, réparation des sous-marins, il y avait aussi tous les magasins nécessaires aux pièces détachées. Parce que qui dit sous-marin en escale, il faut absolument des pièces rapidement, parce qu'on ne peut pas bloquer un sous-marin indéfiniment. Donc il faut que tout ça soit en stock, les pièces principales. Quand ils ne peuvent pas les avoir en stock, ils les font fabriquer donc dans les ateliers qui se trouvaient sur la partie qui est derrière moi. Et pas seulement, dans chaque box avait sa particularité en quelque sorte. Des ateliers de torpilles, de munitions, mais pas seulement, aussi d'optique, et puis tout ce qu'on peut trouver en matière de U-boat. Donc vraiment un village à part entière dans la base sous-marine. Donc vous avez un bassin qui fait à peu près 150 mètres de long et qui permettait d'accueillir 2 sous-marins. Vous en aviez un sur la gauche, un sur la droite, côté nord, côté sud. Les sous-marins étaient amarrés donc de chaque côté. Vous aviez les passerelles qui servaient à apporter tout le matériel nécessaire au-dessus. Et également les quais en bois, qui aujourd'hui sont dans un état un petit peu défraîchi. Mais sous ces quais en bois se trouvaient les fameuses gaines techniques avec les raccordements au gasoil, de façon à faire le plein de carburant pour les sous-marins avant leur départ de mission. Il y avait aussi quelques petits éléments assez importants, comme au-dessus de notre tête, on avait un système de rails qui se trouvait juste ici et qui arrivait sur un système de grue. Une grue qui permettait de transporter tout le matériel lourd directement des ateliers et magasins, les rapporter sur le sous-marin, les charger sur le sous-marin, avec l'aide des hommes évidemment. Voilà pour ce box. Donc la base sous-marine comporte 10 box en tout. Vous avez de 1 à 10. Là, on est dans les 2 premiers, c'est 2 bassins à flot, c'est-à-dire pouvant contenir 2 sous-marins. Ce qu'on retrouve un peu plus loin, dans la 3, 4, 5, 6, sont des bassins de radoux. Bassin de radoux, ça veut dire que c'est pour un seul sous-marin, qui est un bassin asséchable, avec un système de portes, caissons, écluses, qui se vide, qui permet d'évacuer l'eau, de maintenir le sous-marin directement et de pouvoir faire les travaux sur la coque, les travaux de peinture, de restructuration, etc. Donc nous voici à présent sur le toit de la base sous-marine de la Palisse, donc un édifice quand même assez important puisque les mesures sont les suivantes. En gros, pour la longueur de la base, on a un total de 192 mètres de long et en largeur, en profondeur, on a 159 mètres. Donc c'est assez important avec une épaisseur de toit qui, comme vous en doutez, était à l'épreuve des explosifs, des bombardements de l'époque. Donc en moyenne 6 mètres, 6 mètres 30 pour la totalité et une partie en gros à 9 mètres qu'on pourra voir tout à l'heure. Ce qui sera important lors des bombardements, des raids de bombardement alliés entre 1942 et 1944 puisque c'est ça qui permettra aux sous-marins allemands de stationner, on va dire, à l'abri. Donc la structure du toit de la base sous-marine est composée de 2 parties. La première de 3,50 m avec une succession de plusieurs parties, dont une autre de 3,50 m, une hauteur à peu près avoisinant les 7 mètres. Sauf sur cette partie de la base sous-marine qui avait été commencée justement assez tardivement, en 1944, et qui était censée équiper toutes les toitures des bases sous-marines. C'est ce que les Allemands appelaient la structure Fangrost. Donc c'était une partie composée de plusieurs murs de béton armé successifs, de manière parallèle, et ensuite
perpendiculairement étaient disposées dessus ce qu'on appelait justement les poutrelles bétonnées servant à canaliser le souffle des explosions quand elles tombaient sur le toit de la base, et ce qui endommageait ces poutrelles et non directement le toit de la base en lui-même. Ici à présent sous la structure Fondgrost, la fameuse, servant à protéger en fait la dalle de couverture principale de la base sous-marine. Donc les fameuses poutrelles bétonnées. Et là c'est ce qu'on appelait les chambres d'éclatement des bombes. C'est ici que le souffle des bombes était canalisé avant d'atteindre sous mes pieds la dalle du toit. Pour revenir à un côté plus technique, la construction de la base sous-marine a démarré à partir de 1941, nécessitait en gros le travail de 2200 ouvriers français, belges, allemands, polonais, des espagnols et aussi d'Afrique du Nord. Il y avait 330 cadres en gros de l'organisation TOT pour superviser un peu ce chantier colossal, et donc c'est à peu près 511 000 m3 de béton armé qui ont été utilisés pour construire l'intégralité de la base sous-marine. Ensuite, les ouvriers travaillaient le jour, la nuit, avec les projecteurs, sous les bombardements. Beaucoup d'entre eux perdront d'ailleurs la vie lors de ces raids alliés. Une chose à savoir aussi, c'est que la dalle de toit a été peinte. À partir d'un moment, les Allemands se disent que c'est un petit peu risqué de la laisser brute et que les Alliés vont rapidement repérer la base sous-marine. Ils ont décidé donc de faire un système de camouflage, un petit peu comme sur la façade nord, qui se trouve un peu plus derrière, et sur les frontons, au-dessus des entrées des boxes des sous-marins. Et beaucoup d'ouvriers français participeront à ces travaux de peinture qui serviront à casser la structure en fait pour que les Alliés ne puissent pas la repérer. Et un travail colossal, particulièrement au mois de juillet 1942, où beaucoup d'entre eux attraperont des coups de soleil énormes, insolations, etc. Sans parler des alertes incessantes avec les bombardements, les bombes qui pleuvent, des conditions de travail vraiment très très difficiles. On peut également retrouver toutes sortes de vestiges quand on se penche un petit peu sur le toit de la base, comme notamment cet éclat d'obus. Donc une partie en fonte, en acier trempé, et assez importante, et on s'imagine très simplement le choc que ça peut produire quand un individu se prend ce genre d'éléments dans les membres ou dans le corps. Comme vous pouvez constater, un petit peu l'envergure du projectile et du souffle qui a complètement pulvérisé, on va dire, la première dalle du toit sans vraiment endommager la totalité de la toiture, et on retrouve sur le toit de la base différents endroits avec ce type d'impact. Celui-ci a été rebouché ensuite après-guerre par la Marine nationale pour des raisons pratiques. On retrouve deux systèmes de défense rapprochés de la base sous-marine, notamment les deux Tobruk, comme on les appelle. Donc ce sont deux petits encuvements qui servaient à abriter des mortiers pour défendre tout le périmètre de la base en cas d'attaque alliée terrestre. La particularité de ces Tobruk, c'est qu'on retrouve sur ma gauche un encuvement justement pour une mitrailleuse lourde afin de défendre les pourtours de la base sous-marine, et sur ma droite le fameux mortier qui était positionné ici et qui pouvait envoyer justement des obus un petit peu plus loin. On se trouve dans un endroit un peu spécial et un petit peu inédit, dans le sens où là on a accédé à une partie qui est quand même très peu connue de la base sous-marine, qui est quand même très difficile d'accès, comme vous pouvez le constater. Au-dessus de moi, c'est la dalle de toit supérieure, puisqu'on est vraiment dans les entrailles de la base sous-marine, on est dans la toiture, entre les deux dalles. La première sous nos pieds qui fait 3,50 m d'épaisseur de béton armé, au-dessus de nos têtes 3,80 m de béton armé. Donc un endroit vraiment très exigu à l'époque où il n'y avait absolument rien si ce n'est des gaines techniques ou des choses comme ça. Ce qu'on peut remarquer d'intéressant, ce sont les différents interstices qui passent au-dessus des box qu'on retrouve, donc d'une longueur en gros de 160 mètres de long, et sur les parties légèrement à droite, vous pouvez remarquer des boîtes de coffrage qui sont d'origine et qui sont restées à leur place. On comprend tout de suite pourquoi, puisque forcément les ouvriers n'avaient pas la possibilité d'aller les récupérer. Donc là, c'est un passage vraiment très périlleux. C'est pour ça qu'on ne s'y risquera pas. Après, la taille de ce couloir fait à peu près traverse la base sous-marine de nord en sud. Donc là, on a un couloir qui fait à peu près 190 mètres de longueur, avec tous les interstices des différents box disposés sur la droite.
là, on est dans la tour électrique. Donc la tour de commandement qui est située au nord de la base sous-marine possédait en son sous-sol une énorme centrale électrique de plus de 5000 volts qui permettait justement d'alimenter toute la base sous-marine en électricité. Ce que vous pouvez constater derrière moi, ce sont les différentes petites cloisons où se trouvaient les différents générateurs avec les transformateurs qui permettaient justement d'éclairer et aussi de servir à alimenter tous les outils des nombreux travailleurs qui réparaient les U-boats. Devant le légendaire coffre-fort de la base sous-marine de la Palisse, qui est une des rares à avoir pu garder ce type d'installation. On comprend pourquoi, puisque lui-même aussi est en béton armé, c'est sa particularité. On retrouve tout le ferraillage, plus les parties bétonnées. La légende veut que le coffre-fort n'ait pas été ouvert avant les années 80, parce que les Américains et les Français qui sont arrivés avant craignaient qu'il soit piégé de la part des Allemands. Ce qui fait qu'il sera ouvert que au milieu des années 80. À l'intérieur se trouvaient vraisemblablement quelques documents et, selon les rumeurs, une dague d'officier de la marine. Ça reste à vérifier.